Je vous invite à vous installer confortablement, vous prendre un petit café parce que j'ai énormément d'expériences ludiques à vous partager. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce quad 9 du mois de juin. Alors le quad 9 qui, avec le throwback, est un de mes segments favoris à faire sur la chaîne. C'est un segment dans lequel je vous parle de mes expériences ludiques au courant du mois passé. Donc ça me permet de couvrir énormément de jeux et souvent on ne prend pas nécessairement le temps de se concentrer pour faire une vidéo sur un jeu, mais j'aime beaucoup ce format-là qui me permet d'y aller en rafale. Et aujourd'hui, inutile de vous dire que j'ai une tonne d'expériences ludiques à vous partager. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés ou que vous m'écoutez simplement du coin de l'oreille. Pas de problème. D'ailleurs, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent un peu plus, je vous invite à regarder les marqueurs de temps qui sont disponibles. Vous pouvez sauter de chapitre à chapitre afin d'aller vers le jeu qui va vous intéresser, mais j'espère que vous allez quand même écouter l'intégralité. D'ailleurs, je vous invite immédiatement à faire un petit pouce en l'air si jamais vous aimez ce segment-là. C'est un petit pouce en l'air qui paraît comme un petit geste, mais c'est toujours très très apprécié. Alors, je commence immédiatement ce tour du mois avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Parce que bon, j'adore les stats et je compile mois après mois, jour après jour, et maintenant année après année. Là, ça fait plus de 10 ans que je compile ces statistiques-là. Mais selon dans mon BG Stats, ce mois-ci, j'ai joué 56 parties de 28 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 12 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, beaucoup d'expériences de jeu et principalement à cause qu'au début du mois de juin, j'ai célébré mon anniversaire. Alors, c'était une belle occasion d'inviter des amis. Et là, j'ai passé un week-end de gaming à la maison. Alors, j'ai invité de bons amis qui sont venus. On a joué à plein de jeux. Ça a été très agréable. D'ailleurs, je remercie beaucoup les gens qui sont venus ou même les gens qui ont pris soin de nous souhaiter bonne fête sur Facebook, quoi que ce soit. C'est toujours très apprécié, mais c'était surtout une belle occasion sociale. Puis bon, on se le cachera pas, on aime ça jouer à des jeux et ça m'a permis de pouvoir jouer à énormément de jeux différents tout au courant du week-end. Alors, je vais commencer immédiatement ma liste parce que oui, j'en ai quand même pas mal sur cette liste-là à vous parler. Alors, je commence avec X-Wing de Miniature Game version 2.0. Alors, X-Wing est un jeu que j'avais déjà joué dans le passé, dans sa version initiale, la version 1. Donc, lorsque le jeu avait migré vers la deuxième version, ma boutique locale avait eu une vente de liquidation. Je m'étais empressé, n'étant pas un joueur de tournoi pour ce format-là, je m'étais empressé d'aller chercher plein de vaisseaux. J'avais joué un peu, j'avais bien apprécié, et après ça, bon, le jeu était resté de côté. Là, il y a 2 semaines, 3 semaines, Atomic Mass Game, qui s'occupait du jeu, a annoncé la fin de X-Wing. Donc, X-Wing ne sera plus supporté, il n'y aura plus de nouveau contenu qui va sortir, et surtout, bon, la scène des tournois, les choses comme ça va éventuellement arrêter. Ça fait en sorte que ma boutique locale a également fait une grosse vente de liquidation, et c'était toute une liquidation des boîtes de jeux vendues à un 10e du prix. Donc j'en ai profité pour aller chercher quelques petits vaisseaux qui font piou-piou de manière à pouvoir y jouer. Mais là bon, c'est bien vous parler de la belle aubaine que j'ai fait, mais je vais vous parler du jeu. Alors X-Wing est un jeu où on va devoir construire notre armada, construire en fait pas notre armada, mais notre escouade avec différents vaisseaux. Bon, bien entendu, étant un jeu de tournoi, un jeu de miniature, un peu à la Warhammer, chaque vaisseau a des points, on peut avoir des ajouts, des upgrades, des choses comme ça. Mais moi, c'est vraiment pour l'aspect d'escarmouche qu'on va faire. Alors à la base, dans la petite boîte de base, on retrouve 2 TIE Fighters contre un X-Wing. Et là, il va y avoir certains pouvoirs comme ça. Et on va s'affronter dans une arène. Alors, moi, j'avais déjà un tapis préalablement, mais sinon, c'est une surface de 3x3. Et c'est vraiment un jeu de combat qui est accessible. Ce qui est intéressant, c'est l'effet de combat dans l'espace. C'est vraiment du dogfight parce que on a une petite roulette de manœuvre. Et là, au début du round, on va devoir choisir quelle manœuvre on va effectuer. Est-ce qu'on va aller tout droit très rapidement? Est-ce qu'on va faire un virage? Est-ce qu'on va faire un loop? Et là, on doit organiser notre agencement de manière à pouvoir bien s'organiser. La twist, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Et lorsqu'on résout ces déplacements-là, eh bien, ça se pourrait que ça change. Ça se pourrait que j'étais bien positionné en arrière, mais que l'autre ait finalement fait avancer, virer de bord, fait un loop, revenu en arrière de moi. Et là, on a vraiment une belle scène de manœuvre qui se fait. Donc, on a vraiment l'impression du combat très rapide et très nerveux dans l'espace. Bon, oui, on peut faire des grosses flottes, des choses comme ça, mais je me concentre sur le petit mode de jeu. Alors, j'avais déjà aimé ça. La version 2 a changé des règles. Bon, c'est pas des changements qui sont énormément majeurs. Si vous avez la version 1 puis vous avez déjà des vaisseaux, pas de problème. Ça joue quand même. La version 2 a quand même amélioré quelques petites choses et malheureusement, ce n'est pas compatible l'un et l'autre directement. Il y a des kits de conversion qui sont vendus ou en cherchant un peu sur Internet, on peut trouver des façons de réussir à le faire. Mais directement avec la boîte, c'est qu'ils ont changé certaines habilités, ils ont changé certains pouvoirs, ils ont changé la façon que le jeu fonctionnait sur des petits détails. Mais ça reste que X-Wing, je suis très heureux d'avoir profité de la vente et de pouvoir le faire découvrir parce que j'ai acheté du stock pour moi, oui, mais pour faire découvrir aux autres joueurs autour de moi, pour pas qu'il y ait besoin de se faire des armées, des choses comme ça. Je vais avoir des petites flottes que je vais pouvoir
monter et c'est très agréable. Alors je continue avec un autre jeu que j'avais déjà parlé sur la chaîne qui s'appelle Whale Street. Alors Whale Street est un jeu que j'avais joué au Jab, donc un événement ludique, un jeu qui venait de Corée, un jeu perdu que personne connaissait. Alors, j'ai choisi j'avais tellement aimé le jeu que j'ai contacté la compagnie pour pouvoir importer des copies. Là, c'était très coûteux, donc il a fallu que j'importe plusieurs copies. Alors, je me suis transformé en distributeur de jeux. J'ai commandé 10 copies. J'ai déjà, pré-réservé quelques copies. Il m'en reste d'ailleurs dans une boîte, encore une fois. Si jamais les gens qui jouent avec moi aiment le jeu, ben, c'est la seule façon de se le procurer, sauf de payer un prix exorbitant. Parce que oui, c'est un jeu qui est pas accessible du tout, donc certain que je vous en parle là. Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez contacter la compagnie en Corée. C'est pas évident. Alors, Whale Street est un jeu de manipulation de marché boursier avec un petit côté de gestion de cartes qui s'apparente un peu au Texas Hold'em. Donc, c'est vraiment un petit aspect de main. On va devoir essayer de se faire des mains. Il y a une rivière de cartes qui est disponible. Et là, les compagnies vont avoir différentes mains de cartes. Et là, il y a des valeurs, des cartes qui sont meilleures. Bon, une suite, des paires, des choses comme ça, des couleurs. Et là, on va devoir tenter de manipuler le marché. Ce que j'aime, c'est que c'est une toute petite boîte. Un jeu qui marche très bien. Un jeu que j'ai énormément de plaisir à jouer, Whale Street. Le thème est vraiment, vraiment on point. Ça marche vraiment super bien. C'est vraiment un petit jeu économique comme je les aime. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à Whale Street et j'ai continué d'y jouer. Alors, le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un jeu qui s'appelle Stone Spine Architects. Alors, Stone Spine Architects est un jeu dans l'univers de Thunderworks Game, l'univers de Role Player. Bon, on s'entend, c'est un peu generic fantasy, c'est un peu un univers fantastique, un peu générique, mais ils ont quand même sorti beaucoup de jeux dans cet univers-là. Ça fait en sorte que, bon, il y a eu Role Player, il y a eu Cartographeur, il y a eu Lockup, il y a vraiment Dawn of Ulos, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Et là, ils sortent un nouveau jeu qui est un jeu de draft avec un placement de cartes qu'on va faire. Et ce qui m'a plu, l'intérêt que j'avais vers ce jeu-là, c'est que c'est un jeu où on va devoir fabriquer son labyrinthe. Alors, on est un minotaure architecte et on va devoir drafter pour pouvoir placer des cartes pour générer un labyrinthe. Et là, on va devoir retrouver certaines conditions, certains aspects qu'on va devoir faire, des créatures, des trappes. On va essayer de faire un chemin également pour pouvoir avoir des traces vers la sortie. Pas besoin d'avoir un labyrinthe parfait, mais c'est vraiment c'est un jeu qui est relativement simple et je l'ai joué à 2 joueurs. Et habituellement, les jeux de draft à 2 joueurs, c'est peut-être pas l'idéal, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a un système qui fait en sorte qu'on va avoir une grosse main de cartes et on va défausser des cartes, donc de manière à faire du hate draft. On s'entend, là, on va vraiment retirer ce que l'autre joueur aurait besoin dans ce paquet-là. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, le système de draft. J'ai trouvé ça agréable. J'ai joué à 2 joueurs. Le jeu est facile à mettre sur la table. Le thème est agréable. Le thème est sympathique. Le thème a été pour beaucoup là-dessus. C'est pas nécessairement un grand jeu, mais c'est un jeu que j'ai bien aimé. Et c'est une compagnie qui a tendance à faire des jeux que j'aime beaucoup. Thunderworks Game ont vraiment réussi à frapper dans le mille avec beaucoup de leurs titres. Donc, Stone Spine Architects en fait partie également. Donc, ne fait pas différence des autres. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un jeu que j'ai ressorti des boulamites. De temps en temps, ça fait du bien de sortir des jeux qui datent un peu. Et ma fille avait une amie à la maison et j'ai sorti Grim Forest. Alors, Grim Forest est un jeu qui est illustré de main de maître par Mr. Cuddington, des artistes que j'adore. Mr. Cuddington est un couple qui vient de Québec même, donc de la région en fait à Warwick. Et ils ont illustré beaucoup de jeux. Bon, on a vu leurs illustrations sur Santorini, sur Charterstone, mais également ils ont illustré Brass. Alors, Brass qui est un thème vraiment, un look vraiment différent. Donc, Grim Forest, lui, est un peu plus bubbly, il ressemble beaucoup à Santorini, mais le jeu est tellement beau. Alors, qu'est-ce que c'est Grim Forest? C'est un jeu dans des contes de la forêt des frères Grimm. Et c'est qu'on va devoir avoir des amis recrutés. Et le but, c'est de construire 3 maisons. Donc, il y a des maisons de paille, des maisons de briques, des maisons de bois, bien entendu. Et lorsque ça va être notre tour, on va devoir envoyer notre petit cochon aller chercher des ressources. La twist, c'est que les zones de ressources vont avoir des ressources. Et plus qu'il y a de petits cochons qui vont là, les joueurs vont devoir se diviser. Donc, s'il y a un seul joueur qui y va, il va récolter toutes les ressources. Mais s'il y en a 2, ils vont devoir se les diviser. Et là, à plus de ça, on rajoute des cartes qui viennent rajouter des gros méchants loups qui vont manger les ressources, des trolls qui vont venir nuire aux autres joueurs. Donc, c'est vraiment un jeu de cochonnage. La blague était prévue. Donc, c'est un jeu de cochonnage avec les autres joueurs qui reste relativement agréable, un beau thème, c'est très joli, le jeu est très immersif, le matériel est génial. Mon ami Joe a peint les figurines il y a déjà très longtemps et c'est vraiment un beau jeu. Je suis content, je me dis, c'est pas un jeu qui sortait souvent, mais je trouve que de l'avoir sorti justement avec ma fille puis une amie, ça a bien fité, ils ont bien apprécié le jeu, c'était vraiment agréable. Je suis content de l'avoir sorti. Quand j'ai regardé mes jeux, je me demandais quel sortir, puis finalement, celui-là est arrivé. Hey, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, du beau matériel, on construit nos petites maisons, c'est le fun, les pièces sont agréables à manipuler et également tous les petits méchants, les choses comme ça qu'on va pouvoir rajouter. Donc, c'est vraiment de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs.
Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est Paperback. Alors, Paperback est un jeu qui date déjà de 10 ans. Alors, il y a 10 ans, il y a un jeu qui était sorti, un deck builder, c'est un mélange de Dominion et de Scrabble. Donc, on a des cartes qui vont représenter des lettres. Et là, avec le deck building, on va avoir des cartes dans notre main, on va devoir tenter de fabriquer le plus grand mot. Le problème avec Paperback, c'est que le jeu était juste fait en anglais et c'est pas un jeu qu'on peut juste dire, ah ben, je connais les règles, c'est correct. Il fallait l'adapter parce que des fois, on achetait des cartes avec la lettre ING, parce que, bon, les verbes à l'infinitif en anglais, ça finit souvent par ing. Non, mais là, ça marchait pas en français. Donc là, ils ont dû adapter le jeu et 10 ans plus tard, ils ont sorti une campagne de socio-financement que j'étais très heureux de participer parce que Paperback est vraiment un jeu que je trouve super. Ceci dit, bon, le jeu est facile à sortir. C'est pas besoin nécessairement d'être un fin connaisseur de la langue française. Donc, bon, oui, une connaissance de la langue française, des mots aident, mais c'est pas comme le Scrabble où là, tu vas trouver des mots. Là, il faut que tu t'ajustes avec qu'est-ce que tu as dans les mains. Donc, tu as des cartes, tu vas t'acheter des cartes, des voyelles, des choses comme ça. Et les cartes ont des pouvoirs. Et ça se pourrait qu'on refasse les mêmes mots de temps en temps. Et il y a beaucoup de jokers qui nous permettent de pouvoir faire des mots un peu variés. Donc, c'est vraiment un jeu qui est facile à prendre en main quand même. C'est certain que, bon, les gens qui ont une bonne maîtrise de la langue française vont pouvoir avoir un petit edge là-dessus, mais c'est quand même facile de pouvoir jouer avec n'importe qui. J'ai trouvé ça très agréable de pouvoir le jouer en français, une belle adaptation de la compagnie. C'est bien, même si c'est 10 ans plus tard, je pense que le jeu tient encore très bien la route. J'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. J'ai joué avec des gens qui étaient gamers, des gens qui étaient moins joueurs également. C'est un jeu qui passe pas mal avec tout le monde. Si on a moindrement un intérêt pour les jeux de lettres, les jeux de mots, les jeux de composition comme ça, puis de rajouter la petite twist de ça, de deck building qui est intéressant. Fait que même pour une personne peut-être moins connaisseuse des jeux modernes, lorsqu'on parle de Scrabble, Scrabble est tellement large, c'est tellement connu. Et là, dire, oh, on rajoute un petit twist avec le Scrabble. Ah oui, du deck building. Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas le deck building, mais c'est une belle introduction à ce concept-là. Et j'ai trouvé que Paperback faisait très bien la job. Je suis très heureux d'avoir ma copie en français d'ailleurs. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Escape the Dark Castle. Alors, Escape the Dark Castle est une espèce de petit jeu coopératif qu'on peut jouer en solitaire. D'ailleurs, moi, je l'ai joué en solitaire, mais je préfère jouer en famille. Donc, c'est un jeu dans lequel on va prendre des cartes pour nous créer une aventure. Donc, c'est comme une espèce de mash-up. C'est une aventure créée de toutes pièces, très fantastique. Un look qui plaira pas à tout le monde. Ça me donne un vibe des vieux Donjons Dragons première édition. Là, un look un style très particulier. Puis, comme je dis, ça plaira pas à tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé ça différent, mais on le prendra pas pour sa beauté esthétique parmi les standards d'aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que c'est? On va prendre des cartes, je pense que c'est 15 cartes, on va les mettre ensemble, on va les brasser, et là, on va tirer une carte, lire le petit texte, histoire de faire une petite histoire qui va être un peu décousue, et on va devoir tenter de réagir. Donc, on va avoir des objets, on va avoir des combats, les combats fonctionnent avec des systèmes de dés, avec des icônes, donc on va avoir des icônes à réussir à avoir. On peut jouer en équipe, je l'ai joué en solo. C'est correct. Je pense que c'est une belle introduction pour des gens qui sont intéressés au fantastique. Ça peut être familial quand même, peut-être pas trop jeune parce que bon, c'est quand même un peu médiéval fantastique, mais je dirais que c'est pas rien qui est très épeurant non plus. Je pense que c'est un petit jeu qui est correct, qui va plaire à un certain public, mais c'est pas un jeu vraiment gamer. C'est plus orienté de dire hey, je vais jouer avec mes enfants ou je vais jouer avec des gens qui sont moins joueurs ou peut-être même des fans de Donjons Dragons qui voudraient un jeu de société mais qui vont coopératif. Peut-être que ça pourrait être ça, mais ça reste un jeu très simple, très basique. Je vais quand même laisser, comme je l'ai joué en solo, je vais le laisser en famille pour voir s'il va rester dans ma collection. Je pense que c'est un jeu qui mérite quand même qu'on s'y intéresse, mais faites pas des pieds et des mains pour pouvoir vous en procurer une copie. Je continue avec un jeu qui, lui, tombe dans mes cordes. C'est Evenfall. Alors, Evenfall est un jeu de construction de tableaux. Alors, du tableau building, c'est un des mécanismes que je préfère. Donc, de construire notre main carte, jouer des cartes, générer des effets, faire des ressources, réussir à faire des combos qui vont nous générer plus de choses. Et c'est un jeu qui... Il y a toujours l'espèce de deux poids, deux mesures quand on parle de ce type de jeu-là. Soit qu'on a un jeu qui est accessible mais peu rejouable, ou un jeu qui est beaucoup rejouable mais pas accessible. Je m'explique. Dans le jeu Evenfall, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'habilités, beaucoup de possibilités et ça fait en sorte que la première partie qu'on joue, on est comme, OK, il y a beaucoup de stock et il y a même un moment donné que j'avais une grosse main de cartes et là, bon, on peut défausser des cartes, faire des ressources. Fine, je ne le lirai pas, on la défausse, faire des ressources. On se concentre vers une stratégie, mais c'est le genre de jeu qui, en rejoint, on voit un peu plus les possibilités et on voit un peu le concept. Alors moi, j'ai joué à 2 joueurs. Le jeu, il paraît qu'il y a un excellent mode solo qui fonctionne très bien. Moi, c'est mon genre de jeu, donc c'est vraiment tombé dans mes cordes.
corde. J'aime ce type de jeu-là. Je ne l'ai pas encore exploré assez pour pouvoir vous en parler en long et en large, mais moi, c'est certain que c'est le genre de truc qui me plaît énormément. Donc, quand je joue à un jeu, d'avoir des possibilités de combine, de pouvoir générer des combos comme ça, beaucoup de cartes à gérer, est-ce qu'on s'enligne vers telle affaire? On doit s'ajuster aussi avec les mains qu'on a, parce que oui, ça se pourrait qu'on n'ait pas, on s'enlignait vers une stratégie, ben là, ça marche pas, ben on va devoir réagir. Et moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Certains vont dire, mais c'est la chance de la pige. Non, tu dois constamment t'ajuster avec qu'est-ce que tu as dans les mains. Et moi, c'est un concept que j'adore. Donc, Evenfall, c'est un jeu qui tombe directement dans mes cordes. C'est un jeu que je me vois ressortir beaucoup. Je vais d'ailleurs l'essayer en solo. J'ai entendu beaucoup de bien. C'est vraiment... Et le jeu a un très bel esthétisme. Visuellement, il est très, très joli. Bon, je sais qu'il y a quelques petites erreurs, je pense, dans la version française. Quelques petites choses de traduction. Je vous invite à aller regarder sur Internet pour essayer de trouver les errata. Mais moi, ma première partie que j'ai jouée, j'étais même pas au courant de ces erreurs-là et ça n'a pas changé grand-chose dans ma partie. Alors, un thème qui... Bon, ça répète n'importe quoi, c'est comme des sorcières, des choses comme ça, mais je pense que le thème marche quand même bien, le thème colle bien avec ça. Il y a également on peut jouer en mode standard ou en mode asymétrique, je trouve ça vraiment le fun. Alors, Evenfall, un jeu qui tombe dans mes cordes et vous allez en entendre parler de ma part, c'est certain. Alors, je continue avec un jeu qui s'appelle Innovation. Alors, Innovation n'est pas une nouveauté et loin de là. C'est un jeu qui a une espèce de relation amour-haine avec beaucoup de monde. Ma première partie d'Innovation que j'avais joué une partie à 4 joueurs. Je pense qu'il y avait un joueur qui connaissait le jeu et on s'était fait ramasser. Les 3 joueurs qui avaient perdu lamentablement autour de la table avaient fait « Arc, non, je vois vraiment pas l'intérêt de jouer à ce jeu-là » et j'avais rapidement vendu ma copie. Plusieurs années plus tard, j'ai fini par réacquérir une copie d'Innovation parce que c'est un designer que j'adore. C'est Carl Chudik, l'auteur de Gloire de Rome, qui fait des jeux de cartes qui sont relativement plus complexes que ce qu'ils ont l'air. Donc, Innovation est un jeu de civilisation, si on veut. On va devoir tenter d'évoluer à travers les âges pour pouvoir découvrir. Mais en gros, c'est un jeu avec des icônes puis des effets puis des choses méchantes à faire aux autres joueurs. C'est un jeu incroyablement chaotique, alors on peut revirer la situation, on peut faire défausser des cartes, voler des choses à l'autre joueur. Donc, il y a une espèce de côté gestion de euro qu'on est habitué de voir avec la gestion de cartes, mais avec beaucoup de chaos. Ça fait en sorte que ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Ceci dit, le jeu a quand même beaucoup d'adeptes et en y rejoignant, j'ai rejoué plusieurs parties ce mois-ci et j'aime vraiment ce jeu-là. C'est de trouver une combine qui brise le jeu. Et certaines personnes disent, ben oui, il y a des combos qui brisent le jeu. Oui, puis c'est ça qui est le fun. Il y a des cartes qui permettent de gagner instantanément. On trouve des combines et là, c'est trouve ta combine, exploite-la avant que quelqu'un mette un bâton dans tes roues de bicycle pour pouvoir scraper ça. Parce que si ça marche, go for it. Et c'est le plaisir du jeu. Trouver une combine qui brise le jeu pour pouvoir gagner. C'est un peu le thème, le concept du jeu. Et lorsqu'un jeu s'assume, lorsqu'une combine arrive dans un jeu euro très structuré, très calculatoire, et que là, tu arrives, ok, tu as l'impression d'avoir brisé le jeu, mais là, c'est juste ça. Le but, c'est de trouver ta twist qui va faire en sorte que tu gagnes. Donc, Innovation, un jeu que je trouve passionnant. J'ai d'ailleurs l'extension Echoes que je n'ai même pas ouvert encore. Il va falloir que j'y jette un coup d'œil parce que, sérieusement, pour avoir rejoint Innovation quelques parties, waouh, j'aime vraiment le bordel que ça peut apporter. Je continue avec un jeu que j'ai déjà parlé beaucoup, je pense, le mois passé, je crois, mais j'ai encore joué énormément à Skyrise. Alors, Skyrise, la boîte derrière moi, je pense que je dois être rendu à une quinzaine de parties. Ça doit être un de mes jeux les plus joués dernièrement, en tout cas, c'est certain. Skyrise est un jeu d'enchères misé avec un espèce de concept de construction de ville. Ça marche tellement bien. Bon, j'ai la version super de luxe de Kickstarter, donc les joies de socio-financement, les gens qui disent « Ah, mais Kickstarter, c'est pas pour moi ». Kickstarter permet des fois d'avoir des belles petites pièces de collection, et ça en fait partie. C'est pas obligatoire d'avoir la version. Il y a la version magasin qui fonctionne tout aussi bien, mais j'avoue que visuellement, celle-là est vraiment solide. Alors, ça fait en sorte que c'est un jeu qui est facile à sortir, par exemple, et un peu comme Foundations of Rome, c'est un jeu qui est très overproduced, qui est surproduit, mais que ça fonctionne très bien. Bon, à l'instar de Foundations, au moins ici, on a droit à une version magasin, mais c'est facile à sortir et chaque partie dure autour de 1 heure. C'est un jeu que j'adore, un jeu que j'ai joué énormément. Je pense d'ailleurs que celui-là, je devrais vous faire une vidéo sur la chaîne parce que j'ai tellement joué qu'il mérite ce traitement-là. Roxley Games a vraiment réussi, visé dans le mille avec ça, parce que c'est une réédition d'un jeu qui s'appelait Metropolis, un jeu qui avait un peu passé dans le beurre à travers le temps, et là, ils ont renippé un peu les choses, ils ont remis ça au goût du jour, changé 2-3 twists, rajouté des cartes, hop, et voilà, on a un jeu qui marche vraiment bien. Alors, Skyrise, un jeu que j'adore. Je continue avec Star Wars Bounty Hunters. Alors, j'avais déjà joué à Bounty Hunters lors du Jab, l'événement ludique qu'il y a eu, mais là, j'ai eu l'occasion d'y rejouer, et je pense que c'est un bon petit jeu de draft. Si on aime Star Wars, je suis pas sûr que je proposerais ce jeu-là à des gens qui connaissent pas du tout l'univers Star Wars ou que ça résonne pas du tout. Parce que le jeu de draft est correct. On a déjà vu ça souvent. On a des cartes, on va devoir se construire un petit tableau avec du draft. On pige. Sauf que
L'univers de Star Wars va rajouter, oh wow, ok, t'as des personnages, ah ben là c'est Omega, là c'est Kanan Jarrus, ah là c'est Grogu. Fait que tandis que quand si on connaît pas l'univers de Star Wars, ça risque d'être un peu moins intéressant. Bon, ceci dit, je sais qu'il y a du monde qui l'ont vu pour ce qui est le jeu de draft, mais il y a une chose qui me tanne un peu et c'est un peu contre-intuitif à beaucoup de jeux de draft. Et je comprends que le jeu a misé autour de cet aspect-là pour le changer un peu. C'est que au départ de notre tour, en fait, les joueurs jouent de manière simultanée, mais on va piger une carte dans un des 4 decks différents. Et là, on va pouvoir jouer et ensuite de ça, on va passer les cartes. Ça fait en sorte que c'est une petite action. C'est juste de piger une carte au début du round. C'est super simple, mais il faut le faire à chaque tour et ça arrive souvent que les joueurs oublient. Donc, on a les cartes qu'on reçoit, et habituellement, on reçoit les cartes, on s'ajuste, on regarde, ok, je vais jouer ça, parfait, change là, faire ça. Mais là, ah, ok, ouais, t'as-tu pigé? Ah, souvent, on le reçoit, puis ah, t'as oublié de piger, ok, ben, on pige. C'est un petit peu contre-intuitif. C'est pas assez pour dire que le jeu est mauvais, mais ça fait en sorte que c'est comme une roue qui roule un peu carrée un petit peu. Moi, bon, je suis très bien gros Star Wars, donc c'est certain que moi, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'est un jeu qui risque de passer un peu outre pour les gens qui n'aiment pas nécessairement la franchise. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle City Chase. Alors, City Chase, c'est un jeu familial de voleurs contre police. Alors, c'est un jeu de déplacement secret où un joueur va contrôler le voleur et va devoir se sauver. Et là, comment ça fonctionne? C'est qu'on a un plateau avec des bâtiments et les bâtiments, on peut cacher en dessous un petit jeton. Et là, le voleur va devoir se déplacer. Donc, pendant le tour du voleur, il va devoir se déplacer d'une case. Et là, pendant ce temps-là, les polices qui ont des hélicoptères vont devoir fermer leurs yeux. Et lorsque c'est leur tour, les policiers ont le choix. Soit ils peuvent se déplacer d'une case ou ils peuvent révéler une des 4 cases qui est autour pour pouvoir voir si le voleur est là. La twist, c'est que vu qu'on met un jeton à chaque tour, on va pouvoir voir et qu'il est déjà passé par là. C'est un jeu qui est très rapide à jouer, très familial. Je pense que ça va être bon à jouer avec des jeunes enfants. Mon fils a beaucoup aimé. C'est un jeu qui dure une dizaine de minutes tout au plus. Je pense que ça va s'adresser vraiment à un public familial peut-être plus jeune, ou encore un petit jeu de soirée, de semaine là, qui sort très très bien. C'est facile à jouer quand même, les règles sont pas complexes et je pense que bon, il y a du beau matériel. Le matériel est vraiment bien fait, là, les hélicoptères, les bâtiments 3D, le jeu se range bien, le jeu est facile à sortir, donc c'est vraiment une belle petite expérience. C'est probablement pas le jeu que je vais sortir avec mes amis gamers, même pas comme filler ou de commencer de fin de soirée. Je pense que ça vise vraiment le public familial et c'est correct comme ça prend des jeux qui visent toutes sortes de joueurs différents. Je continue avec une grosse boîte qui s'appelle After the Empire. Alors, After the Empire est un jeu qui a été socio-financé, je crois, il y a 2 ans. Alors, c'est un jeu de worker placement, donc de placement d'ouvriers avec du tower defense. Donc, on va avoir un château qui va être assiégé. Et là, chaque joueur va devoir construire son château. La twist, et c'est vraiment un effet de toy factor, que je dirais un effet de jouet, c'est que lorsqu'on construit notre château, on a des murs. Donc, on a des murs qui sont en plastique brun pour mentionner que c'est du bois avec des belles textures, ou en plastique gris pour montrer que c'est un mur de pierre. Et là, on va devoir fortifier notre château, se mettre des tourelles. Et là, un gros effet gimmick qui fait en sorte qu'on va construire littéralement notre château pour pouvoir se défendre. Une chose que j'ai aimé, c'est que oui, il y a l'aspect d'ouvrier qu'on va placer, mais les joueurs ne s'attaquent pas directement. C'est des barbares qui vont constamment attaquer les joueurs et les joueurs vont devoir se défendre. Donc, certain que l'interaction provient du placement d'ouvriers entre les joueurs, mais lorsqu'il y a la phase d'attaque, tous les joueurs doivent gérer leur propre combat. Ils leur regardent, là, les investisseurs arrivent de côté, donc selon le côté qu'ils vont arriver, ils vont piétiner les fermes et ils vont essayer d'attaquer. Ils vont peut-être détruire les murs. Les murs ont des points de vie, en fait, des ressources qu'il va y avoir dessus. Donc, un beau jeu à la formule un peu de luxe quand même aussi. C'est quand même une grosse boîte, c'est un autre socio-financement que j'avais participé. Je sais qu'il y a une version magasin, à la place des petites figurines, il y a des cubes, des choses comme ça, mais le jeu retenait quand même l'essence de ça. Alors, ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'y avais pas joué. Puis c'est un jeu que je gardais dans ma collection parce que j'aime beaucoup le concept, je trouvais ça vraiment le fun. Et là, j'ai sorti, là, waouh, ok, j'aime ça ce jeu-là. Oui, c'est l'effet un peu gamin de jouer avec notre petit château puis de construire notre chose, mais le jeu est quand même bien. On peut pas construire énormément comme je voudrais. Des fois, on se construit un tableau avec des bâtiments puis des personnages qui vont venir nous aider de manière à pouvoir construire un tableau pour pouvoir générer des effets, faire des ressources, des choses comme ça. C'est assez limité dans la construction. Et ce qui est drôle, c'est que bon, le jeu se fait, je pense, sur 7 tours, 7 manches. Et lors de la manche 1, 2, 3, bon, on se fait attaquer notre château. C'est quand même pas si pire. Et là, les attaquants vont toujours être selon le nombre d'or qu'on va avoir. Donc, plus on a des points de victoire, plus qui est de l'or, plus ils vont nous attaquer fort. Et là, ben, au début, on est comme tranquille un peu. Ok, ça va bien. Mais à un moment donné, ouf, là, ça déboule. Et là, on se fait ransacker, on se fait ramasser solide. Si jamais notre château se fait assiéger, on a des malus pour le prochain tour. On a également des trucs de pitié qui vont nous donner, donc comme un ouvrier supplémentaire. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu que je veux rejouer. Il y a un mode solo que j'avais backé par la suite qui venait pas dans la boîte. J'ai pas essayé encore le mode solo, mais ça me donne le goût. En leur sortant, ça m'a donné le goût de le sortir. Donc, After the Empire. Je continue avec un jeu que j'avais
partagé sur la chaîne, j'ai fait une vidéo du prototype du jeu. C'est le jeu Spark Riders 3000. Alors, Spark Riders 3000 est un jeu de la compagnie Arcadia Studio qui fait des jeux avec des applications habituellement. Je sais que c'est pas pour tout le monde ça, mais moi, de temps en temps, j'aime ça lorsque l'application est bien faite. D'ailleurs, ils ont également fait un jeu, un dungeon crawler qui s'appelait Erune, que j'avais couvert également sur la chaîne, que j'avais trouvé particulièrement bon. Ceci dit, là, je vous parle de Spark Rider. Alors, Spark Rider est un jeu coopératif de... un peu de placement, bon, pas nécessairement du placement d'ouvriers, on va se déplacer dans un vaisseau et on va devoir tenter de gérer des situations de crise. Donc, il va y avoir des ennemis qui vont pouvoir apparaître, on va devoir s'installer aux tourelles, on va devoir naviguer le vaisseau et tout fonctionne avec une application. Et lorsque j'avais joué au prototype, l'application était en développement, donc ça marchait bien, mais des fois il y avait des petits bugs, ce qui est normal parce que c'était en développement. Là, j'ai trouvé que l'application fonctionnait énormément mieux que lorsque je l'avais essayé et j'ai vraiment aimé ça. J'ai fait une partie en solo et je suis pas mal certain que je vais jouer à ça en famille. Un jeu coopératif, je vais essayer avec des amis aussi. Je pense que c'est un jeu qui a un très beau visuel parce que, bon, il y a un petit visuel un peu cartoon, mais il y a des animations sur YouTube. Donc, quand on va dans certaines séquences, on va avoir droit à des animations. Je trouve que le jeu est vraiment bien fait. Donc, vraiment de la gestion comme ça ici. Faut pas avoir peur de devoir dealer avec une application parce que l'application est vocale. Et là, on va dire à l'application qu'il y a certaines choses qui sont passées, certains champs de force qui sont descendus, les moteurs qui ont été touchés, il va y avoir des situations de crise qui vont apparaître. Et là, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, Spark Riders 3000, du beau matériel. Je suis très heureux d'avoir le jeu qui a été socio-financé. Je sais qu'il y a encore quelques copies de disponibles. C'est pas un jeu qui est grandement disponible à grande échelle, mais je sais qu'il y a quelques copies chez notre partenaire Infinijeux qui sont encore disponibles. Donc, Spark Riders, un beau jeu coopératif qui, je pense, va rejoindre un grand nombre de joueurs parce que je me vois jouer à ça avec des gamers, puis je me vois jouer à ça avec mes enfants aussi parce que, bon, c'est relativement familial, relativement accessible. Et tant qu'il y a un joueur qui maîtrise un peu plus les choses, à ce moment-là, ça va mieux pour pouvoir gérer un peu tout ce qui se passe parce que sinon, le joueur a simplement, lui, qu'est-ce qu'il va faire pendant son tour et tout le monde joue un peu de manière simultanée. Donc, ok, ben, je vais aller là, ok, c'est parfait, je vais donner un coup de main, ok, c'est bon, ben, je vais aller m'occuper des missiles, ok, parfait, excellent, ben, je vais aller piloter le vaisseau. On fait nos petites choses, on brasse des dés, on génère des effets. Donc, ça marche très très bien, Spark Riders. Je continue avec un jeu que je n'avais pas essayé encore qui s'appelle Everdell Far Shore. Alors, Everdell se passe maintenant de présentation. Je pense que ce placement d'ouvriers-là avec des illustrations, je pense que c'est Andrew Bosley qui a fait ça, se passe d'explications. Il y a eu énormément d'extensions, même une espèce de grosse méga big box complete. Et là, à un moment donné, out of nowhere, ils ont décidé de sortir la version Everdell Far Shore. Alors, Everdell Far Shore est une version indépendante du jeu, donc elle n'est pas utilisable avec les extensions d'Everdell ou ne se combine pas avec le jeu de base. C'est vraiment une version 1.5 du jeu. C'est un peu plate pour les gens qui ont été all-in dans Everdell, mais de ce que j'ai pu comprendre, ils ont corrigé quelques petites choses par rapport à la construction de tableau qu'il va avoir et surtout par rapport au chaînage. Parce que bon, dans le premier jeu, lorsqu'on avait un personnage en particulier et qu'on avait accès à un bâtiment précis, donc si on possède le papa, on peut prendre ce bâtiment-là ici. Et là, ça faisait en sorte que si on n'avait pas la carte qu'on avait besoin, on ne pouvait jamais générer ces effets de combine-là. Et un autre joueur plus chanceux, lui, pouvait générer des combines puis des chaînes comme ça. Alors ici, on a droit à avoir des petites encres qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir construire gratuitement si on a un icône qui va matcher. Donc, on n'est plus obligé d'avoir exactement la carte précise à aller chercher. Là, on a vraiment un concept avec certains icônes, certains types de cartes qu'on va avoir. Il y a une piste également de bateaux qu'on va se promener sur le côté. Donc, un jeu magnifique. Je pense que je préfère Far Shore à Everdell. Encore une fois, j'ai seulement joué à la version de base de Everdell il y a quelques années déjà. J'avais aimé ça, mais il y avait quelque chose, il y avait des petites choses qui m'avaient chicoté comme ça. Donc là, on va vraiment construire un tableau. On doit penser à ce qu'on construit parce que notre tableau va se remplir assez vite et on est limité, je pense, c'est 15 cartes qu'on a maximum. Donc on va devoir essayer de maximiser un peu ce qu'on va faire. Donc une belle présentation visuelle, encore une fois, un matériel vraiment, vraiment génial, des petits animaux, des choses comme ça. Et surtout, on n'a plus obligé d'avoir un gros arbre qui prend la moitié de la table, qui finit tout défaite parce qu'on le monte puis on le démonte tout le temps et qui va bloquer la vue des autres joueurs. Non, là, si on veut, on a une petite chose, mais c'est optionnel. Donc, c'est vraiment visuel et ça permet d'avoir une meilleure lisibilité du jeu, soyons francs. Le gros arbre n'était pas nécessaire, même s'il faisait tourner des têtes. Je continue ma grande liste avec Manhattan Project War Machine. Alors, Manhattan Project est une franchise maintenant de jeux. Ça a commencé avec Manhattan Project, il y a eu le deuxième. Il y a eu également un jeu qui s'appelait Manhattan Project Energy Empire qui était vraiment, vraiment
excellent. S'en est suivi maintenant cette version-là dans l'univers. On s'entend, c'est pas un univers très très précis. C'est très rétro, guerre, années 40-50. Un petit lot comme ça. Et là, on a droit à un jeu de dés. On va brasser des dés, on va placer des dés. Et là, une des twists intéressantes, c'est que lorsqu'on place un dé dans une zone, les autres joueurs vont pouvoir bénéficier d'une action mineure. Donc, si on a une action majeure, les autres joueurs ont une petite action mineure. Ça fait en sorte que tout le monde est un peu impliqué. J'ai joué une seule partie à 2 joueurs. J'ai trouvé ça correct. Le jeu a plusieurs erreurs dans le livre de règles. Il a d'ailleurs fallu, pour le décompte des points finaux, il a fallu que j'aille voir sur Internet parce qu'il expliquait pas. Il expliquait dans un exemple combien de points le joueur avait et c'est pas expliqué pantoute comment que ça fonctionne. Donc, selon l'espace où que notre jeton est rendu dans les ressources à la fin de la partie, ça donne un certain nombre de points de victoire. Et ça, c'était pas indiqué du tout dans le livre de règles. Et pour un livre de règles qui est relativement court, je pense qu'il aurait peut-être pu faire des efforts. Je pense qu'ils ont été sur la vague de cette franchise-là parce que c'est un designer complètement différent des autres titres qui est sorti. J'aimais le côté environnemental, c'est drôle, on parle de bombes nucléaires, mais on a des icônes nucléaires qu'on va pouvoir avoir qui agissent comme des jokers, mais on va devoir essayer de les purifier parce que sinon ça nous génère de la pollution et on perd des points. Donc en purifiant cette pollution-là, ça va donner de l'énergie propre, ça va nous donner des points. Donc c'est une espèce de petit côté de pollution que je trouvais bien intéressant de devoir gérer dans Energy Empire. Là, je pense que le thème était bien, l'histoire de la pollution, mais c'est très générique, je pense, comme jeu. C'est un jeu qui est pas si inspiré que ça. Je veux quand même rejouer une partie. Je sais qu'il y a un mode solo qui a l'air vraiment, vraiment minable, mais il faudrait que je rejoue une partie pour voir. Je pense que je vais peut-être essayer de voir à 3 ou 4 joueurs, savoir si le jeu est un peu meilleur, mais c'est pas un titre que j'ai trouvé vraiment fantastique. Je pense que c'est un jeu très quelconque. C'est un jeu qui n'est pas très inspiré. Dire, ok, parfait, on va faire un autre jeu dans le même univers. Ok, fine, parfait. Gestion de dés, construction de bâtiments, gestion de ressources. C'est très simpliste, c'est très élémentaire. Je pense que c'est pas un jeu qui va falloir se lancer pour pouvoir aller chercher immédiatement. Ça en fait des jeux que je vous parle. Je pense que la principale partie de ma liste, et là j'en ai laissé de côté des jeux que j'ai rejoués, des choses comme ça. Mais je vais continuer avec mon top 3, parce que j'aime ça faire ça. Mon top 3 de mes expériences ludiques du mois. Alors, en 3e position, c'est le jeu Galactic Renaissance. Alors, Galactic Renaissance est un jeu dans l'univers de Inish. Je dis univers parce que c'est une trilogie de jeux qui appelle la trilogie politique. Donc, Christian Martinez, je crois, l'auteur, avait fait Inish, on dit Inish, au départ, et il a prévu de faire 3 jeux. Donc, quand je dis univers, c'est pas le concept historique de Inish ou la période de temps, mais c'est vraiment l'univers du créateur de jeux qui a décidé de dire « Hey, je vais faire une trilogie complètement différente. » Donc, Inish est un jeu de draft que beaucoup de monde apprécie énormément. Moi, je l'avais trouvé bien. J'avais pas été impressionné. Ça faisait un peu doux on the map. Je sais pas. Je pense que la chose qui m'avait fasciné le plus, c'est les tuiles, la manière qu'ils ont comme des côtés irréguliers, et là, ils fitaient tout ensemble, je trouvais ça vraiment génial. Mais le jeu, j'avais trouvé quelconque, pas assez pour me le procurer, ou pas assez pour pouvoir pousser pour dire « Hey, je veux absolument y rejouer ». Lorsque Galactic Renaissance est arrivé, je me suis dit « C'est intéressant, le côté de l'espace ». Et là, on a droit à avoir du contrôle de territoire. Donc, c'est vraiment un jeu dans l'espace, mais on n'a pas de combat directement. On a de l'influence politique. Et là, on va devoir influencer certaines zones, avoir des majorités. Un système de cartes qui fonctionne très très bien. Alors on va avoir des cartes un peu une espèce de petit deck builder, mais assez minimaliste parce que les cartes, on va les jouer et on va choisir quelle carte on va jouer pour générer peut-être des effets. Peut-être qu'on va pouvoir jouer une deuxième carte, mais des fois, c'est de placer des émissaires à un endroit, de construire des structures à une autre, de découvrir des nouvelles planètes pour pouvoir aller explorer. Et là, il y a un système d'icônes qui marche bien. J'ai joué une partie à 4 joueurs. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Ça n'a pas fait l'unanimité autour de la table. Il y a un joueur, mon ami Jeff, qui avait trouvé ça ordinaire, mais lui, il tripe bien gros sur Inish. Mais je pense que j'ai hâte d'y rejouer. C'est un jeu qui... j'aimais le concept du jeu. Ma première partie, je ne savais pas trop m'aligner. Le matériel est super beau, donc c'est une version Kickstarter vraiment, vraiment géniale. Et j'ai vraiment hâte d'y rejouer, mais je pense que... Encore là, je dis souvent ça, mais il faut faire attention. Je pense que c'est le genre de jeu qui va briller à plus que 2 joueurs, parce que, habituellement, j'ai tendance à jouer à 2 joueurs. Là, je l'avais joué à 4. Et là, lorsque je suis arrivé avec un ami, je me dis, je suis pas sûr de le jouer à 2. Savez-vous quoi? Je pense que je suis curieux de l'essayer quand même à 2, même s'il doit être meilleur à 3 ou à 4. J'ai d'ailleurs l'extension aussi pour le 5e joueur. Je pense que je vais quand même lui donner sa chance à 2 joueurs, même si c'est probablement pas le compte... idéal, mais j'avais vraiment aimé ce que le jeu m'apporte. Le matériel est super beau, c'est le fun à sortir, donc c'est vraiment, vraiment un jeu qui m'a donné une super bonne vibe. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il fait partie de mon trio de préférés du mois. Je continue avec le deuxième, et là, lui, vous l'avez vu passer sur la chaîne parce que j'en ai déjà parlé, c'est le jeu Star Tycoon.
Vous savez, des fois, on back des gros jeux, des fois, on back des gros projets à grande ampleur, des Foundation of Rome, des Marvel United. Vous savez, des gros jeux qui sont comme établis, des grosses valeurs. Petite boîte, ici, Star Tycoon, un jeu peu connu, un jeu qui... C'était vraiment un lancer à la mer. Donc, j'ai vraiment pris ma canne à pêche. Je dit, oh, on va essayer celui-là. Le prix n'était pas trop cher. Système économique, manipulation de ressources, pardon. Gestion de marché. Avec construction de tableaux, si on veut. On s'entend au magazine des icônes. Donc, c'est vraiment un mélange de Splendor qui rencontre Stockpile ou même Raccoon Tycoon parce qu'on a des valeurs de ressources qui vont changer et c'est le marché galactique qui est vraiment super. Donc, dans Star Tycoon, on doit essayer de coloniser des planètes et de les développer. Mais pour ce faire, on va devoir essayer de générer plusieurs effets. Mais une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des ressources différentes et on va devoir acheter des ressources avec de l'or ou de les vendre. Donc, une espèce d'économie qui marche bien. Et lorsqu'on achète un type de ressource, eh bien, la ressource va perdre la valeur. Elle va prendre la valeur lorsqu'on avance le contrat. Donc, le marché se manipule au fur et à mesure et ça fait en sorte que certaines ressources ne valent pas grand-chose. Et là, ça me prend 3 icônes militaires, 3 icônes de vaisseau pour pouvoir me faire un or. Tandis que à l'inverse, ben écoute, ça me prend un or pour me faire 3. Fait que si jamais on en a besoin. Donc, une twist vraiment bien pensée. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, je pense, qui a vraiment un petit vibe de Splendor. Les règles sont pas très complexes. C'est pas un jeu qui est si, je veux dire, le jeu offre pas nécessairement quelque chose de révolutionnaire. C'est comme, hey, wow, c'est complètement nouveau, c'est vraiment génial. Non, c'est plein de petites choses qui marchent bien. Et moi, j'aime ça. C'est un jeu qui, le thème m'a plu énormément. Le concept se joue très, très bien. La manipulation du marché est vraiment super. J'ai pas joué, je pense que j'ai joué une partie 3 joueurs. Je serais curieux de le voir à 4 joueurs. Je ne sais pas si ça va être un peu trop long peut-être. Je ne sais pas trop. Mais chose sûre, moi j'ai vraiment adoré Star Tycoon. La manipulation de marché, l'aspect économique des jeux me plaît énormément. Un des premiers jeux que j'ai parlé aujourd'hui, c'était Wall Street. Alors, on a encore ici le marché, donc les valeurs de commodités qui vont changer. C'est vraiment super. Et j'ai adoré ce jeu-là. J'ai joué énormément d'ailleurs au courant du mois. Mais mon numéro 1, unanime, sans équivoque, et surtout en retard, c'est le jeu Star Wars Rebellion. Oui, je le sais. Star Wars Rebellion date déjà de quelques années, je pense que c'est quoi, 2016? Lorsque le jeu était sorti, wow, un jeu à 2 joueurs qui joue entre 3 et 4 heures, yesh, je suis pas sûr. Le jeu se retrouve quand même dans le top 10 de BGG depuis toutes ces années et je le voyais souvent, je me disais, ah, peut-être. Puis à un moment donné, je le voyais, puis là, tout le monde me disait, ah non, mais ça prend absolument l'extension, ah, l'extension corrige le jeu. Puis des fois, je voyais le jeu à vendre, je suis comme, ah, il n'y a pas l'extension. Elle est rendu plus difficile à trouver. Ok, ouais. Et là, mon cher ami Danny m'en a parlé énormément. Il m'a dit, non, non, Rébellion, ça vaut vraiment la peine. C'est pas juste une petite gimmick. Écoute, le jeu est là pour une raison. Et là, en plus, je suis dans un gros trip Star Wars qui dure depuis maintenant un bon bout de temps. Là, je me suis dit, bon, c'est le temps. Ça va être mon cadeau de fête. Alors, je me suis gâté, j'ai réussi à trouver une copie de Rebellion avec l'extension et surtout avec un insert 3D imprimé qui fait en sorte que la mise en place est vraiment géniale. Merci d'ailleurs à la personne qui me l'a vendu. Tu n'écouteras probablement pas cette vidéo, mais merci! C'est vraiment un superbe cadeau de fête que je me suis fait à moi-même parce que... oui, c'est un jeu costaud. Donc, attendez-vous pas à un petit jeu qu'on peut jouer facilement sur le coin d'une table. Non, ça prend de la place. Ça recrée vraiment la trilogie originale. C'est un jeu où l'Empire qui affronte les rebelles. Ce qui est le fun, c'est que l'Empire, pour pouvoir gagner, va devoir écraser les rebelles, trouver la base rebelle et l'écraser. Les rebelles doivent se sauver, réussir à survivre en faisant des missions. Et les rebelles ne pourront jamais gagner directement la partie militairement parlant, hein. Mais ils vont avoir une espèce de côté de chat et à la souris qu'on va faire. Alors lorsqu'on est l'Empire, on commence avec tellement de ressources, tellement de choses, et là, on a l'impression de contrôler tout ce qui se passe. Mais plus ça avance, plus au moins on a l'impression d'avoir le contrôle, tandis que plus ça avance, les rebelles, oh, on prend un peu l'avance. C'est un jeu vraiment génial. Donc oui, c'est un jeu de 3 heures facilement. Les parties peuvent terminer plus tôt des fois, quand que les rebelles réussissent à mal se cacher et que l'Empire réussit à mettre la main dessus. Excellent. Mais sinon, je pense que c'est un jeu qui mérite sa place sur BGG. C'est un jeu qui va se hisser facilement dans mon top 15 de mes jeux favoris de tous les temps. J'ai joué 3 ou 4 parties au courant du mois. Et pour un jeu de cette ampleur-là, de ce poids-là, c'est pas le genre de choses que je fais souvent. Les gens avec qui j'ai joué ont vraiment adoré. Alors là, j'ai joué plusieurs fois l'Empire. Je suis curieux d'essayer les rebelles. Maintenant, je suis rendu au stade que je vais pouvoir me mettre à la place de ces petits rebelles-là qui veulent se sauver. Mais il reste que
Star Wars Rebellion, vraiment, vraiment une belle expérience de jeu, un jeu que je suis content d'avoir finalement donné sa chance parce que oui, c'est costaud, mais c'est tellement incroyable. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde avec qui j'en ai parlé m'ont dit « Ah oui, j'ai joué à ce jeu-là, c'est une expérience incroyable. » Je pense que c'est le mot qui revient tout le temps. C'est vraiment une expérience unique. Je sais pas si ce jeu-là va résonner avec des gens qui aiment pas Star Wars. Là, on revit vraiment les films. Il se passe tout plein de choses par rapport au film. Et là, on va réécrire l'histoire. J'ai capturé Princesse Organa. J'ai fait... Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'était... Ah! C'est vraiment génial. Vraiment fantastique. Star Wars Rebellion, mon gros coup de cœur du mois, sans équivoque. Alors, ça fait le tour de cette longue liste de jeux que je voulais vous partager. Alors, beaucoup de belles expériences ludiques, mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des titres dans la liste que je vous ai parlé qui vous intéressent un peu plus, que vous aimeriez en entendre parler, ou simplement que vous avez joué? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je trouve ça toujours génial de pouvoir vous lire, de pouvoir savoir vos opinions, de pouvoir discuter avec vous, parce que c'est ce qui fait la beauté de la chaîne. C'est que oui, bon, moi je parle devant une caméra comme ça pour vous raconter toutes mes expériences ludiques, mais je veux que vous ayez l'occasion de me répondre un peu, donc n'hésitez pas de le faire dans les commentaires. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!